Merci beaucoup. Avant de commencer, je voulais d'abord vous féliciter le bureau, les organisateurs pour ces journées qui se déroulent extrêmement bien, qui sont extrêmement riches et intéressantes. Et à titre personnel, merci infiniment de m'avoir invité pour ce topo. Donc, évaluation de la sévérité de la MASH à l'ère du resmetirom. C'est un sujet qui peut paraître un peu obscur dans le titre, mais vous allez voir que finalement, tout ce qu'on a accumulé comme connaissances et comme recommandations va peut-être être rebattu avec l'arrivée des médicaments. Vous le savez, toutes les sociétés savantes, que ce soit la FEF par exemple, les sociétés européennes, les sociétés américaines, que ce soit de gastro, d'endocrinologie, elles sont toutes d'accord sur la façon dont on doit maintenant évaluer la sévérité de la maladie métabolique du foie. Le principal déterminant, c'est la fibrose. Et on a un algorithme, et toutes les sociétés savantes sont alignées et recommandent exactement la même chose. Donc la diapositive était un peu chargée, là je vous ai fait un résumé un petit peu simplifié. Donc en cas de facteur de risque métabolique, la première chose à faire pour évaluer la fibrose, c'est un test sanguin simple, le FIB4, que vous connaissez tous. S'il est inférieur à 1,30, il n'y a peu de risque de fibrose avancée, donc il n'y a pas besoin de consultation des pathologies. Si le FIB4 est supérieur à 2,67, là on peut envoyer directement à l'hépatologue parce que le risque de fibrose avancée est important, donc il faut un avis spécialisé. Et lorsque vous êtes dans la zone grise entre 1,30 et 2,67, bon là on recommande de faire un deuxième examen, soit une élastométrie hépatique, l'examen le plus validé étant le fibroscan, soit un test sanguin spécialisé. Et après, arrivé en consultation des pathologies, il faudra faire une évaluation un petit peu plus poussée, avec des tests sanguins spécialisés, le fibromètre, le fibrotest ou l'ULF, avec les seuils là, que je vous ai indiqués, ou alors, par exemple, une imagerie par résonance magnétique. Et à partir de là, on aura un diagnostic de fibrose avancée si tous les tests sont alignés, et si on a un doute, parce que certains tests sont en désaccord, c'est là où on fera la biopsie hépatique. Donc tout le monde est aligné et cette étude, réalisée chez 1051 patients NAFLD avec biopsie hépatique, a permis de valider cette approche. Vous voyez que lorsque le FIB4 est inférieur à 1,30, vous avez une majorité de patients F0, F2, donc tout va bien. Lorsque le FIB4 est supérieur à 30, vous faites un fibroscan. Si celui-ci est inférieur à 8, encore une fois, une majorité de patients F0, F2, donc pas besoin de consultation en hépatologie. Et lorsque le fibroscan est positif, donc nous on a évalué un petit peu les tests sanguins, et vous voyez que ce soit le fibrotest ici ou que ce soit le fibromètre, alors lorsque les tests sanguins spécialisés confirment le fibroscan, vous avez une très forte probabilité de fibrose avancée, pas besoin de biopsie, et vous réservez la biopsie seulement lorsque le test sanguin spécialisé est en désaccord avec le fibroscan, par exemple ici, un fibroscan supérieur à 8, mais un fibrotest bas inférieur à 0,48. Donc là, les deux tests ne sont pas d'accord. On va devoir faire une biopsie hépatique pour confirmer. Et effectivement, vous voyez que c'est quasiment, selon le test sanguin, quasiment du 50-50. Là, il faut une histologie pour confirmer. Donc les choses sont assez bien définies, elles sont validées. Qu'est-ce que ça donne en pratique clinique? Ça, c'est une cohorte de 230 patients d'Australie auxquels on a eu accès, des patients qui venaient de soins primaires et de diabétologie, puis on a regardé ce que ça donnait en nombre de patients dans la vraie vie, cet algorithme. Donc sur 230 patients qui étaient vus, donc encore une fois en soins primaires en diabétologie avec une maladie métabolique du foie, le FIB4 inférieur à 30, c'est 70% des gens. Donc déjà avec le FIB4 en soins primaires, on élimine 70% des gens qui restent avec un faible risque, qui n'ont pas besoin d'être envoyés à l'hépatologue. Sur les 30% restants, vous faites un fibroscan, et là il y a 34 patients, soit 15% qu'on renvoie en soins primaires. Donc rien qu'avec l'algorithme, FIB4 puis fibroscan, il y a 85% des patients qui n'ont pas besoin d'aller voir les pathologues. Et pour les 15% restants, vous faites, ici c'était le score ELF qui était disponible. Vous voyez qu'il y en a 27 qui vont se retrouver avec un diagnostic de fibrose avancée, confirmé en fait par les examens, biopsie ou imagerie. Sur ces 27 patients, vous aviez 15 cirrhoses et 3 patients F3. Donc encore une fois, le diagnostic est bon. Et finalement, la biopsie, la place de la biopsie en pratique clinique, c'est 7 patients sur les 230. Donc on voit que chez quasiment tous les patients, on est capable de stratifier la sévérité de la maladie, de savoir si c'est une fibrose avancée ou pas, et que finalement le recours à la biopsie avec ces algorithmes est très faible, moins de 4% des patients ont besoin d'une biopsie hépatique. Donc ça en fait en pratique clinique, c'est faisable et c'est applicable. Alors l'autre question c'est est-ce qu'on sélectionne les bons malades, à savoir ceux qui sont à risque de complications hépatiques. Donc là c'est une collaboration avec des collègues espagnols et suédois. On a regardé ce que donnait l'algorithme en termes de risque de complications. Ce coup-ci, c'est plus l'histologie notre référence.
le phénomène qu'on étudie, ça va être les complications hépatiques, que ce soit la décompensation de cirrhose ou le carcinome hépatocellulaire. Donc là, les deux courbes que vous voyez, c'est les patients qui ont soit un FIB4 inférieur à 30, soit un FIB4 supérieur à 30, mais pas confirmé par le fibroscan. Ces fameux patients dont on dit qu'ils doivent rester en soins primaires parce que le risque de fibrose avancée est faible. Quand on regarde les événements, effectivement, ces patients font très peu d'événements. Donc, faible risque de fibrose avancée, faible risque de complications hépatiques. Effectivement, on les laisse en soins primaires chez le diabétologue et on répète les tests non invasifs pour voir s'ils évoluent. Après, on a les patients qui ont un fibroscan intermédiaire. Là, on commence à voir des événements cliniques. Et puis là, c'est le fibroscan supérieur à 12. Là, clairement, les patients qui ont un FIB4 augmenté avec un fibroscan supérieur à 12, c'est vraiment ceux-là qui vont faire des complications. Donc, c'est ceux-là qu'il va falloir envoyer à l'hépatologue. Donc là, on valide l'algorithme, pas avec la biopsie, mais avec les événements. Donc finalement, tout est clair, tout est simple, il n'y a aucun problème. On a les tests, on a l'enchaînement, on a les études de validation. Sauf que, on a l'arrivée du resmetirom. Le resmetirom, c'est l'étude de phase 3 qui a montré ses effets positifs l'année dernière. Et en mars 2024 de cette année, donc, la FDA a approuvé la mise sur le marché aux États-Unis. Et quand on regarde le claim de la FDA, ils expliquent que le resmetirom est indiqué chez les patients qui ont une MASH, avec une fibrose moderate to advanced, et en fait, en stade de fibrose, c'est F2, F3. Donc tout ce que je viens de vous montrer avant, qui est validé, c'est les patients F3, F4. Ça, on sait faire. Sauf que maintenant, on nous dit, le traitement est indiqué chez les patients F2, donc un petit peu plus tôt. Alors la question, c'est comment faire, parce que nos algorithmes ne sont pas adaptés pour ça. Donc cette année, il y a un avis d'expert aussi, qui a suivi l'autorisation de mise sur le marché aux États-Unis, par des experts américains pour dire comment il faut manager les patients sous resmetirom, comment est-ce qu'on identifie les patients à traiter. Ils nous donnent la recette pour identifier ces fameux patients. Donc c'est écrit un petit peu petit. La première étape, bien entendu, c'est de prouver qu'il y a bien une stéatose, une maladie métabolique du foie, d'éliminer les autres causes de maladies chroniques. Et après, il faut voir si le patient il est F2 ou F3. Et là, on nous donne les règles. Donc il faut que le fibroscan soit entre 10 et 20. Et il faut que le score ELF soit entre 9,2 et 11,3. Si le score ELF est entre 9,2 et 9,7, il faut confirmer par un deuxième test. Si par contre il est entre 9,8 et 11,3, à ce moment-là, on peut acheter le diagnostic. Ça y est, on a les règles. Et attention, le traitement ne doit pas être donné chez les patients cirrhotiques. Il n'a pas l'autorisation de mise sur le marché, donc il faut exclure la cirrhose. Et on considère qu'il y a une cirrhose lorsque le fibroscan dépasse 20 kPa, lorsque le score ELF dépasse 11,3, lorsque les plaquettes sont inférieures à 140 ou lorsque, bien évidemment, il y a des signes patents d'hypertension portale, qu'ils soient cliniques, radiologiques ou endoscopiques. Donc on pourrait se dire, c'est facile, on nous donne la molécule, puis on nous donne les règles d'utilisation, d'identification des patients. Donc pour vous, là, j'ai regardé ce que ça donnait dans nos bases de données, ces règles-là. Ici, vous voyez, c'est le fibroscan, donc inférieur à 10 kPa, les recommandations, le panel d'experts américains dit faut pas débuter le resmetirom. Là, on a les patients entre 10 et 19 pour lesquels le traitement est indiqué, et là, on a les patients supérieurs à 20 kPa, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire parce qu'il y a une cirrhose. Et après, vous avez les stades de fibrose, F0 c'est en bleu, F1 c'est en vert, F2 en jaune, F3 en orange, et la cirrhose en rouge. Donc déjà, vous voyez, chez les patients inférieurs à 10 kPa, on nous dit pas d'indication au traitement par resmetirom. Vous avez quand même, dans notre base de données, à peu près 15% des patients qui sont F3, F4. Donc rappelez-vous tout à l'heure, on disait qu'on éliminait la fibrose avancée avec un fibroscan inférieur à 8. On disait en dessous de 8, il n'y a pas de fibrose avancée. On va aller chercher des patients qui sont moins graves et on monte le seuil. Ce n'est pas très logique. Donc on loupe plus de malades. Et après, on dit il ne faut pas traiter les patients qui sont au-dessus de 20 kPa parce qu'ils ont une cirrhose. Ce n'est pas forcément évident, parce que vous voyez, finalement, la cirrhose, là, c'est que 50%. Alors oui, il peut y avoir des erreurs de biopsie, oui, la biopsie, ce n'est pas un gold standard parfait, mais bon, quand une biopsie, elle dit F1 ou F2, je ne suis pas sûr que le patient soit cirrhotique, et de toute façon, ça ne peut pas être 50% de mal classé. Donc ces règles, basées sur des tests qui permettent de diagnostiquer la fibrose avancée, ne sont pas très adaptées pour identifier les patients qui sont un peu moins sévères F2. Et là, vous avez le score ELF, exactement pareil. Donc là, normalement, on n'est pas censé traiter, mais vous voyez qu'il y a beaucoup de patients F2 en jaune et de patients F3. Là, on est censé pas traiter non plus parce que cirrhotique, mais vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de patients F3 qui pourraient être traités. Et puis là, c'est la zone des patients qui doivent être traités. Donc ces règles ne sont pas parfaites.
Donc on est un petit peu embêté, on a un traitement, on peut le prescrire, tout du moins aux États-Unis, mais fort à parier que ça viendra dans les autres pays un jour ou l'autre. Et il est indiqué pour des malades, et nos tests actuellement ne sont pas très adaptés pour identifier ces patients. Alors quand vous regardez, ici, on parlait de FibroScan, de score ELF, mais il y a des nouveaux noms qui apparaissent. On nous recommande aussi d'identifier les malades avec le FAST, avec le MAST, avec le MEFIB. Donc ça, c'est des nouveaux tests, justement, dont je voulais vous parler aujourd'hui, qui vont peut-être nous aider à nous améliorer dans la détection des patients. Donc le FAST, vous avez tous entendu parler, c'est le test qui est basé sur les paramètres du FibroScan, c'est la dureté hépatique, le FibroScan, donc la fibrose, c'est le CAP, la stéatose, et les transaminases. Vous avez une formule, vous calculez le score, qui a été validé donc, dans une grande population multicentrique, vous aviez une ROC à 0,85. Lorsque le seuil est supérieur à 0,67, pour affirmer, vous avez à peu près 70% des patients qui ont le fameux présence d'une MASH avec une fibrose supérieure ou égale à 2. Donc là, déjà, on voit qu'on est un petit peu mieux avec ce test. Et vous avez une méta-analyse qui a été publiée l'année dernière. Donc vous voyez 12 études, quasiment 6000 patients, qui confirment en fait la performance des seuils. Pour exclure la NASH fibrosante, donc MASH F2, F3, vous avez une sensibilité de 89%, et pour l'affirmer, une spécificité de 89%. C'est un test qui marche bien. Et donc qu'on pourrait utiliser en pratique clinique pour identifier les patients qui sont éligibles à un traitement pour la MASH. Le deuxième test, c'est le MAST. Alors, ça ressemble beaucoup au FAST, vous allez comprendre. F, c'est FibroScan, et M, c'est magnétique résonance élastographie. C'est exactement la même chose. On prend l'élasticité hépatique mesurée par IRM, on prend la stéatose mesurée par IRM, on combine ça avec les azates, et on a le fameux MAST. Et vous voyez que le MAST ici, les OROC, ça marche mieux que le FAST dans cette étude, et surtout que nos fameux tests qu'on utilise habituellement, notamment le FIB4. Donc on développe des outils qui vont nous permettre de faire mieux pour identifier les patients. Et après, vous avez le fameux MEFIB, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, c'est la combinaison du FIB4 avec l'élastométrie par résonance magnétique. Donc vous avez deux seuils, hein. Le FIB4 c'est 1,6, l'élastométrie par résonance magnétique c'est 3,3 kPa. Lorsqu'ils sont concordants, il n'y a pas de fibrose significative. Lorsqu'ils sont concordants positifs, il y a une fibrose significative. Vous avez une zone grise où il y a 25% des patients. Alors c'est un test qui permet de faire le diagnostic de la fibrose significative F2 chez les patients qui ont une MAFLD, mais le problème c'est qu'on a besoin de faire les deux tests. Et il est illusoire de faire un FIB4 et une imagerie par résonance magnétique à tous les patients qui ont une maladie métabolique du foie. Alors que disent les études qui ont comparé les trois, ces fameux trois scores, FAST, MAST et MEFIB, qui sont recommandés par nos collègues américains. Donc pour la fibrose significative, le MEFIB, ça marche mieux que les deux autres, dans la cohorte de San Diego, où il a été fabriqué, vous verrez après. Et dans une cohorte de validation japonaise, vous voyez, pareil, le ROC du MEFIB est mieux que les deux autres. Mais nous, ce qui nous intéresse, si vous vous souvenez bien, ce n'est pas la fibrose significative. Hein. La recommandation de traitement, c'est MASH, donc une inflammation et une fibrose. Il faut les deux, il ne faut pas que la fibrose. Et donc c'est ce qu'on voit ici à droite. Donc là, dans la cohorte de San Diego, on a toujours un avantage pour le MEFIB, mais c'est un petit peu moins bien quand on essaye d'attraper la MASH avec fibrose. Et puis surtout, quand on va chez les Japonais, ça marche plus du tout. Et on voit que les trois scores ne sont pas très bons. Et vous avez une autre cohorte française cette fois-ci, c'est le RHU Quid-NASH, que Dominique a brillamment mené. Et chez les patients diabétiques, recrutés en centre tertiaire avec des critères très larges, des transaminases qui étaient vraiment élevés, mais avec un seuil qui était très bas. Et vous voyez que finalement, le MEFIB dans cette cohorte de patients diabétiques françaises marche moins bien, et c'est plutôt le MAST et le FAST qui remportent la tabale. Tout ça pour vous dire qu'avec nos tests habituels, on n'est pas très bon. On a développé des nouveaux outils, mais il va falloir qu'on apprenne à les utiliser et il va falloir qu'on fasse des études pour comprendre exactement comment ils marchent et probablement qu'on développe des algorithmes comme on l'a fait pour la fibrose avancée. Alors juste pour votre information, il y a d'autres tests. Là, on a parlé des tests élastométriques sur la droite de la diapositive, le FAST et le MAST, mais il y a des tests sanguins aussi qui se développent parce qu'on sait qu'une prise de sang, c'est plus facile à faire qu'un appareil, un examen d'élastométrie. Donc vous avez le Fibrotic NASH Index, qui est la combinaison de l'hémoglobine glyquée, du cholestérol et des azates,
avec une OROC à 0,85. Donc c'est un test qui est intéressant et qu'on pourrait imaginer en dépistage, en première ligne, comme ça a été proposé pour le FIB4 dans la fibrose avancée. Mais là, ce serait une première ligne pour identifier les patients F2. Un autre test qui a été développé, c'est le MAC3. Donc là, c'est la combinaison transaminase. Il y a toujours les transaminases dans ces thèses. Le score OMA, l'insulinorésistance, l'insuline et la glycémie. Et le problème de ce test, c'est qu'il y a le CK18, qui n'est pas encore très disponible en pratique clinique. Et vous voyez sur les OROC à gauche que ce test-là fait beaucoup mieux que le FIB4. Et vous avez une validation sur plus de 1900 patients qui montre que ce test serait à peu près équivalent au FAST. Donc si vous n'avez pas d'appareil d'élastométrie, ce test, ça pourrait être une solution sous condition que le CK18 devienne disponible. Et le dernier test dont je voulais vous parler, c'est le NIS4. Alors là, on s'enfonce dans la complexité. Vous voyez, c'est dans le carré vert, là. C'est l'hémoglobine glyquée, l'alpha-2 macroglobuline, une protéine un petit peu exotique de fibrose qui s'appelle YKL40. Et là, il y a un micro-ARN. Donc vous imaginez que là, c'est encore très compliqué à mettre en place en pratique clinique. Mais il y a des boîtes de biologie qui sont en train de développer des systèmes qui permettent de tout automatiser. Et si vous êtes équipé et que vous avez les bons réactifs, c'est un test qui pourrait passer en pratique clinique. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, ça peut paraître compliqué, mais s'il y a un besoin, il y aura de l'automatisation, peut-être avec un peu d'intelligence artificielle derrière, mais s'il y a un besoin, il y a des machines qui seront développées pour que ça passe en pratique clinique courante. Et je vais passer là-dessus, c'est encore plus exotique. Donc là, en fait, on a des tests aujourd'hui qu'on maîtrise, le FIB4, le FibroScan, pour la diagnostic de la fibrose avancée. Mais maintenant, avec l'arrivée des nouveaux traitements, notamment du resmetirom, on va nous demander de diagnostiquer les patients plus tôt. Donc il y a toute une volée de nouveaux tests qui arrivent. Donc on est un petit peu entre deux chaises. Et donc ce qu'on a fait, et je terminerai le topo sur cette étude, ça c'est un travail qu'on a présenté à l'EASL, et on a cherché à savoir, est-ce qu'on a vraiment besoin de ces nouveaux tests? Ou est-ce qu'on peut quand même utiliser ceux d'avant en changeant les seuils? Donc là, on avait une cohorte de patients qui avaient une biopsie hépatique, on avait tous les tests, et vous avez en orange la performance des tests pour le diagnostic de fibrose avancée, et en bleu, la performance des tests pour le diagnostic de MASH avec une fibrose F2, F3, c'est-à-dire ceux qui doivent être TT. Donc vous voyez, alors c'est un peu dommage, ah si, j'ai récupéré le pointeur. On va se concentrer en fait sur les colonnes oranges, là c'est le diagnostic de fibrose avancée, donc vous voyez que le FIB4, un test sanguin simple fait pour la fibrose avancée, il va être meilleur que le test qui a été fait pour la fibrose F2. Donc si vous voulez diagnostiquer la fibrose avancée, il faut prendre un test de fibrose avancée, il faut prendre le FIB4. Si vous voulez diagnostiquer un patient plus précocement, au stade F2, il va falloir prendre le test dédié pour la F2, FNI, parce qu'il sera meilleur que le test pour la fibrose avancée. Donc ça confirme le fait que si on veut diagnostiquer un stade plus précoce, il faut prendre un test dédié au diagnostic plus précoce. Exactement pareil pour le FAST. Vous voyez ici le FAST, la colonne bleue, il est plus performant que le FibroScan et que le score Agile3+, pour identifier les patients F2. Donc le test pour F3, il n'est pas bon, il faut prendre un test dédié. Et pareil pour les tests sanguins spécialisés, le MAC3, il sera meilleur que le fibrotest ou le LF, en bleu, pour identifier les patients précoces. Donc cette étude, elle montre que si on veut attraper les patients plus précocement, il faudra utiliser ces nouveaux tests, parce que les anciens marchent moins bien. Et juste pour vous montrer, imaginons qu'on essaye de garder le fibroscan pour identifier les patients F2, et qu'on recalcule les seuils, on passe à 6 kPa. Pour ne pas louper des malades, à partir de 6 kPa, il faudra faire des examens complémentaires. Et le seuil supérieur, il a 15,4 kPa. Et vous voyez que ces seuils-là, ce n'est pas du tout ceux qui ont été proposés par nos collègues américains. Et là, encore une fois, juste pour vous montrer, c'est quand même le score FAST qui est le plus intéressant, parce que c'est celui qui va éliminer le plus de patients, affirmer le plus, et qui est une zone grise la plus faible. Donc lorsque les nouveaux médicaments vont arriver, on va avoir besoin d'identifier des patients qui sont un peu plus précoces, qui sont F2. Il faudra qu'on utilise probablement des tests spécifiques. Et moi, je pense que les recommandations faites par nos collègues américains, elles ont le mérite d'exister. Elles se basent sur les données qui sont existantes, mais on va avoir besoin de travailler encore pour améliorer l'identification des patients, parce que si on suit ces recommandations-là, il y a des patients qui devaient être traités, qui sont dans les clous, mais qu'on va louper parce qu'on ne les a pas bien identifiés. Et ça, ce sera ma diapositive de conclusion, pour être parfaitement à l'heure.
En haut à gauche, c'est ce qui est recommandé actuellement pour évaluer la sévérité des patients d'AFFLD. On identifie les patients F3, F4. Je suis d'accord, ce sont les plus graves, c'est ceux-là qu'il faut prendre en charge en priorité. Mais le jour où on aura des médicaments qui sont indiqués pour les patients F2, on pourra faire une prise en charge un petit peu plus précoce pour éviter la progression de la maladie. Pourquoi attendre que le patient soit pré-cirrhotique avant de le prendre en charge? Autant le prendre en charge tôt. Et si on décide de faire ça, à ce moment-là, il faudra utiliser les tests dédiés, s'approprier ces nouvelles méthodes, faire des nouveaux algorithmes diagnostiques. Et on peut facilement imaginer que le FIB4, test sanguin simple, soit remplacé par le FNI, test sanguin simple aussi, que le FibroScan soit remplacé par le FAST, parce qu'en fait, c'est exactement les mêmes paramètres. Hein. On a les résultats, juste on calcule le score, et que les tests sanguins spécialisés de troisième ligne soient remplacés par un score BAC3 ou un score NIS4. Voilà, je vous remercie pour votre attention.